Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Eli. French to Connection is back. On est revenu parce que, voilà, comme chaque été, on aime revenir, on aime être avec vous pour parler avec d'autres comme nous qui, à travers le monde, sont vivant dans un pays beaucoup plus développé que l'Afrique et qui ont en commun avec nous le fait de parler français et de vivre dans un autre pays. Alors, on va continuer à essayer, comme chaque année, de pouvoir parler de leur culture, de leur nouvelle vie et de comment la réalité a changé, puisque entre 2019 et 2020, si vous êtes toujours vivant sur Terre, eh ben, vous savez que les choses ont changé. Aujourd'hui, je vous emmène au Canada. Et oui, vous êtes obligé de vivre avec moi parce que d'habitude, vous ne me voyez pas. Mais là, circonstances obligent, Covid étant passé par là, eh bien, vous allez devoir faire avec ma face. Et je vous emmène tout de suite au Canada pour que vous puissiez faire la rencontre d'une très grande personne, une femme exceptionnelle qui, après 5 ans de vie en terre étrangère, si on peut le dire, puisque sa terre natale, comme elle aime le défendre, c'est la RDC, a pu adapter sa vie aux circonstances qu'elle a trouvées. Alors aujourd'hui, on va parler avec Anna Kaningini, est une grande source d'inspiration pour beaucoup de la diaspora congolaise au Canada. Anna, tu peux te découvrir. Voilà, Comment tu vas, Anna? je vais très bien et tout. Et toi, tu Moi, vas bien? ça va. Un peu stressé, mais ça va. Oh, stressé, pourquoi? C'est quelque chose. On est habitué, quoi. Donc, Oui, on est habitué, mais tu sais très bien que ça fait 2 ans que je ne fais plus de télé, moi. ouais, c'est sûr que oui. Bah oui, moi aussi, ça fait plus de 2 ans que je suis toujours derrière la caméra, jamais devant. Du coup, ça fait C'est un un peu gros stressant. changement, quoi. Voilà. Alors, comment ça se passe pour toi au Canada? Ben, plutôt bien, plutôt intéressant. On commence à réentrer dans la nouvelle réadaptation après la Covid. Du coup, ça se passe plutôt intéressant. Plutôt bien, Ah. quoi. Euh, comment ça a impacté la vie des gens, en fait, la COVID? Comment ça a impacté la vie des gens là-bas? Enfin, moi, personnellement, ça m'a impacté déjà. Premièrement, j'ai pris du poids parce que ça, c'est l'impact le plus grand. Et ça a carrément changé la vie. Rien n'est comme pareil. Je pense qu'on ne sera jamais comme avant. Du coup, on est obligé de s'adapter. Ça tout change en tout. Partout où on va, même quand tu sors, tu prends des précautions, même sans qu'on te le dise. Personne n'est derrière toi, mais tu sais que je dois faire. Et ça change parce que je pense que ça nous rend plus responsables de nous-mêmes et des autres parce que il le fallait. Je pense que le monde a atteint un niveau où il fallait qu'on devienne plus responsable, quoi. Oui, et ça se voit au fait, hein. Les différents pays l'ont géré différemment et tu vois, en fonction de la gestion de chaque pays, tu comprends le degré de maturité que chaque dirigeant a montré à ses citoyens. Moi, je suis bien placé pour te dire qu'ici, ben, c'est un Oh oui, désastre. oui, oui. Les chiffres parlent, mais c'est aussi la réalité, c'est un désastre. On a un président qui a été très rapidement tourné vers chercher à relancer l'économie plutôt que de parler de la réalité du virus. Et ben, les gens sont en train de mourir en cascade. Bah oui. Bah, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le Canada n'a même pas encore réouvert ses frontières avec vous parce que on dirait qu'on n'avait pas encore pris l'ampleur, on n'avait pas encore compris l'ampleur de la chose. Nous, ici, je pense que le confinement obligatoire de toutes les villes, toutes les provinces a commencé le 15 mars. Donc, au moment où il y a eu, l'Italie a atteint un certain nombre de morts, le gouvernement canadien a dit, OK, on arrête tout le monde reste à la maison, c'est fini, on va attendre, on va voir. Et qui fait qu'on a quand même, on a un bon le statistique est quand même assez, ben, je vais pas dire que c'est bien, mais quand même, Oui, c'est mais par rapport à ce que ça aurait pu être, c'est oui, mieux. Mhm. c'est vraiment mieux géré. Il y avait rien à faire. Tu pouvais aller nulle part. Je pouvais pas quitter cette ville pour aller dans la petite ville à côté. Je pouvais pas quitter cette province il y avait des barrières partout. Du coup, je pense que
maintenant, même si maintenant on reprend la vie pas comme avant, mais on est dans le truc, quoi. Nous aussi, le truc qui a fait beaucoup de différence, c'est que ici, étant une fédération beaucoup plus libérale, eh ben, chaque État pouvait prendre ses décisions à sa façon. On a Ouais. vu New York, comment les histoires se sont gérées. Et maintenant, ils ont un ratio décent. Je vais pas dire correct parce qu'il y a plein de gens qui sont morts, mais ils ont un ratio décent. En Illinois aussi, on a un ratio décent parce que le maire a très vite pris, enfin, le gouverneur a très vite D'accord, pris ouais. la dimension du truc, mais il y a des États où, comme en Floride, en Californie, où généralement la saison, quand je dis la saison, l'été, c'est là où ils ont le plus de revenus puisqu'ils ont des touristes par-ci par-là. Et ben, ils sont dans la tentation de relancer tout le monde dehors et on voit clairement que les chiffres sont en train d'augmenter de ce côté-là. C'est le coronavirus est une réalité. Les gens, quand je parle avec les gens en Afrique, j'ai l'impression que beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Bah oui, surtout en Afrique, je pense que ils n'ont pas encore, enfin, c'est pas qu'ils n'ont pas encore compris, mais c'est comme s'ils veulent pas accepter la Voilà. réalité qui s'annonce à eux. Je discute avec des gens, ils sont comme, ah ouais, non, ça va passer, ou on est déjà passé par là, étant donné que eux, ils pensent qu'ils ont traversé, enfin, on pense, nous, Africains, qu'on a traversé beaucoup mieux que ça, enfin, pire que ça, pas mieux que ça, pire que ça. On a l'impression que ça va pas nous atteindre, ça va passer au-dessus. Et maintenant, ça se voit que les gens, les morts commencent à se compter encore plus, de plus en plus parce que on a remis les gens sur le marché, pas sur le marché, mais on les a demandé de rentrer sur le travail, le déconfinement a commencé. Et là, maintenant, c'est le déclic. Parce que la deuxième vague, qui est supposée être leur première vague de COVID, commence maintenant. Parce que même Voilà. le climat n'est pas favorable, comme les gens disent. Du coup, c'est un peu triste pour l'instant. J'espère qu'ils vont comprendre que c'est du sérieux. Mais on attend, on va voir comment les dirigeants ils vont continuer à le prendre, à le gérer, surtout chez nous au Congo et tout. C'est un Et, peu catastrophique, mais on va voir comment ça va se passer. et connaissant la réalité de l'Afrique, il y a plein de pays qui ne peuvent pas donner une population au jour dont on est en train de faire l'enregistrement. Tu leur poses la question de la population du pays en 2020, ils te donnent une statistique de 2018. Donc, moi, personnellement, les chiffres que je vois à la télé, quand on parle d'Afrique et des cas de l'Afrique, j'ai tendance à me dire que ce ne sont pas les vrais chiffres parce qu'en Ouais. Afrique, on ne peut pas quantifier les gens. Et là, bizarrement, parce qu'une pandémie est arrivée, on va te sortir des chiffres qui sont crédibles. C'est Mais je pense ils doivent couvrir les nombres de. Ils reçoivent tellement beaucoup de dons des organismes et des organisations internationales qui se disent il faut qu'on donne un nombre. Ils nous donnent autant d'argent voilà. pour certains, en fait, pour des morts, on doit le créer, ces morts de trucs. Alors, l'ingéniosité de la bonne et la mauvaise gouvernance se crée et ils sont là, ils se relancent. Alors, bon, espérons que ça va pas être comme on l'imagine ou bien comme l'OMS est en train de le prédire. Oui, ce Espérons. serait un désastre si ça arrive, franchement. Bah oui, c'est sûr que ça va être pire que ce qu'on aurait imaginé en Afrique. Parce que là, vraiment, ça commence à. Parce que les gens, ils sont rentrés, le déconfinement s'est passé un peu partout en Afrique, dans tous les pays. Et c'est là où ça va être compliqué. On n'a pas le même système de santé. On a aucune couverture qui peut être. Mais il fallait s'attendre. Parce que lorsque tu demandes à une population qui gagne sa vie au jour le jour, C'est de rester compliqué à de la les garder maison, confinés un mois. bah oui, un père de famille préfère aller mourir de cette Covid dehors que de laisser ses enfants mourir de faim. Le choix, il est clair. Alors, c'est normal que les gens, ils vont y laisser beaucoup de choses là-dedans. Oui. L'instabilité a fait a généré plein d'incertitudes. Maintenant qu'on a parlé de ce monsieur qui nous a pris une bonne partie de l'année, on va revenir à un rythme normal de notre émission. Alors, comment ça s'est passé pour toi, ton aventure depuis 5 ans? Elle commence par où? Ok, ouais. Alors là, ça commence par beaucoup de choses. Les gens, ils peuvent pas imaginer, en fait, les gens imaginent le déclic de changer un pays vers un autre. Surtout moi, j'ai jamais quitté le Congo. De toute mon enfance. Enfin, on va pas compter. Moi, je suis née à l'Est, du coup, les petites sorties dans des pays à côté, ça compte pas vraiment. J'ai jamais quitté le Congo et partir aussi loin. Comme ici, on est loin, on est vraiment de l'autre On est côté. vraiment de l'autre côté. On Du s'en coup, rend compte.
On se rend compte que 3 heures quand il est 7 heures du matin ici et que les gens te parlent comme s'il était 18 heures là-bas. Je te jure, les gens, ils comprennent pas. Et c'est quelque chose d'énorme parce que non seulement j'ai changé de pays, mais je suis arrivée au Canada en décembre. Oh my goodness. Pour les gens qui peut-être entendent parler de l'hiver canadien, c'est quelque chose que tu peux pas. C'est un déclic. J'ai quitté Keene, il faisait extrêmement chaud. Je me rappelle avoir acheté un manteau que mon père m'avait offert. Bizarrement, avec les temps, j'ai réalisé que c'était juste un manteau de début automne, tu vois. C'est quelque chose que tu ne peux même pas porter pendant cette période-là. C'était incroyable. Oh, wow. C'était incroyable. Il faisait extrêmement froid, mais c'était magnifique parce que c'était la première fois que je voyais, par exemple, la neige. J'avais jamais vu la neige. Et tu es arrivé directement dans la réalité du froid. Directement sur 15 cm de neige par terre. Il neigeait énormément ce jour-là. Il faisait très, très, très froid. Ma soeur savait parce que c'est elle qui est venue me prendre à l'aéroport. Elle le savait. Du coup, elle m'a emmené un manteau parce qu'elle m'a dit, je sais que tu es venu avec un petit manteau et tout parce que tu pensais. Parce que quand tu arrives en France ou en Belgique, enfin, il faisait froid, mais c'était décent. Ouais, c'était supportable. Mais quand tu arrives ici, c'est carrément, je pense qu'il faisait au moins 17 ce jour-là. Oh, wow. Donc, pour donner une idée aux gens, quand il fait 0 degré, tu sens déjà comme si c'était la fin du monde et que c'était un froid insupportable. Là, tu as moins 17, tu as l'impression que les os sortent de ton corps. Tu sens pas tes joues, tout ce qui n'est pas couvert, tu le sens plus. Voilà. Pas du tout. Donc, on peut te toucher comme ça, tu sens rien. C'est comme gelé. C'est quelque chose, c'est énorme. Mais le corps, l'humain s'adapte très vite. Du coup, tu prends le temps d'acheter les vêtements qu'il faut. Et très vite, j'ai commencé les cours. Ça aussi, ça a été je pense, la première session. Si j'avais 4 cours, j'ai coulé un cours. C'était évident. Wow. Ouais, c'était compliqué. C'est compliqué de tout réussir. Le cours en soi, c'était pas compliqué. Qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, je suis arrivée au Québec. Les Québécois, ils parlent le français québécois. Quoi? Oh. Moi, je viens d'une ancienne colonie belge. Je parle le français mes colons belges. C'est même pas le français des colons québécois qui sont français. Du coup, c'est énorme. J'entendais rien. Absolument rien. Je me rappelle, je suis arrivée à l'aéroport. J'avais raté mon escale. Et la dame, elle me parlait et moi, je regardais juste comme ça. Et puis, je lui ai dit, en fait, parlez-moi en anglais parce que je préfère que tu me parles en anglais, je veux comprendre, que tu me parles, c'est que tu dis là, que je comprends absolument rien. Et ça a été quand même très difficile pour moi qui étais à l'école, étant donné tout ce qui vient avec l'école, la scolarité, combien ça pèse et ainsi de suite. Donc, il le fallait. Et j'avais des professeurs qui, comme je suis en communication, j'étais la seule noire qui était dans le programme. Du coup, les gens te remarquent. Et les auditoires, vous êtes maximum 15 personnes ou 20 personnes si les gens ils arrivent. Du coup, le professeur te le demande, vous venez d'où, mademoiselle? Tu te présentes et ils sentent ta différence. Ils te disent, si tu ne comprends pas, dis-le nous. Et là, c'est ça qui m'a aidé parce que quand les enseignants m'ont dit qu'ils pouvaient me réexpliquer ou ils vont parler lentement ou ils vont essayer d'avoir ils appellent ça le français académique, comme s'ils parlaient à des étrangers, ils vont le faire pour que tout le monde puisse comprendre. Et ça, c'était quand même quelque chose d'intéressant. Et donc, étant donné que je faisais le journalisme pour faire des reportages dans une ville que tu ne connais pas. Dans une langue qui est presque similaire, mais tout à fait différente. Je te jure, c'est parce que nous, on a à la fois, moi je suis à la fois minoritaire au Canada parce que je suis noire, minoritaire parce que je suis une femme, c'est les réalités qui existent encore, les femmes et les hommes, ainsi de suite. Du coup, aller chercher des ressources dans un pays que tu connais pas. J'avais des amis en classe, on avait les mêmes sujets de reportage. Le même jour, ils avaient déjà des contacts. C'était des amis à leur père, c'était des connaissances de famille. Moi, je connais personne. J'ai pas une famille ici. Personne peut me dire. Parce que si je suis à Keene, par exemple,
me dit, tu dois faire un reportage sur, je sais pas, quelqu'un, une autorité, je sais pas. Forcément, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va me... Tu connais quelqu'un qui va t'y amener. Et je sais que, non seulement que je connais quelqu'un qui va me montrer, mais en même temps, je vais prendre un taxi, j'arrive. Voilà. Bon, non seulement que tu connais pas, je connaissais pas encore comment il fallait, quel transport prendre, où aller, comment aller. Heureusement, grâce à la technologie, tu suis les GPS et tout, et ça marche. Mais c'était difficile. C'est quelque chose que les gens peuvent pas imaginer, mais chacun vit sa réalité quand tu quittes chez toi. Mais ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, maintenant, on arrive à connaître les choses. Même aujourd'hui, encore des difficultés à faire certaines choses, mais pas comme avant, pas comme au début. Maintenant, j'entends, je parle, je peux avoir l'accent quand je veux. Mais tu restes quand même cette minoritaire-là, minorité ethnique et tout. Et là, maintenant, ça va. Je commence à me retrouver petit à petit, même si je sens changer de ville ou quoi que ce soit, mais je me retrouve quand même, pour le moment. Et tu as échappé au plus gros. C'est que tu es parti dans un pays où on parlait déjà français. Moi, je suis arrivé dans un pays où on parle anglais. Partant d'un pays où l'on parlait français, où la réalité était différente, tu arrives et c'est totalement différent. Mais comme tu l'as dit, les profs, ici, la grande différence, par exemple, quand tu es à l'école, les professeurs sont très, très abordables. Ils t'expliquent et ils te disent si tu ne comprends pas, on va reprendre, on va arrêter. Et tu as des compagnons ils sont ce qu'ils sont. Ils ne veulent pas te faire du mal réellement parce qu'ils le pensaient avant. S'il arrive qu'ils font une erreur, c'est parce qu'ils ne pensaient pas aux conséquences avant. Mais oui, évidemment. En plus, c'est pas comme si nous deux, on venait d'une université de Kinshasa qui est comme une sorte d'université. Non, on vient d'une université catholique. On vient de la bonne formation. On vient Nos parents payaient très cher pour être dans une université décente. Tu vois, on vient des universités avec des auditoires de maximum 120 étudiants. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Les professeurs te connaissent, ils vous connaissent, ils savent qui est là et qui n'est pas là. Et tu arrives ici, qu'est-ce qui est mieux, c'est que il n'y a pas cette barrière entre, chez nous, le professeur, c'est le professeur. Toi, tu es l'étudiant. Toi, tu es là. Là, ici, tu n'arrives pas à différencier qui est professeur et qui est étudiant. Ils sont tous habillés de la même manière. Nous, tous nos professeurs, ils sont tout le temps en veste. Tu sens que c'est le prof. C'est le prof. Tu sens que c'est l'accoutrement du professeur. Oui, tu le sais. Ici, surtout pendant l'été, cette période, tu vas à l'université, tu sais pas qui est prof, qui n'est pas professeur. Et tout le monde est en culotte, tout le monde est en relax. Relax. Parce qu'il fait chaud. On va pas se tuer avec Je pense pas que... C'est ça qui était bien. Cette barrière-là n'existait pas. Moi, j'avais ces genres de peur où je peux pas aborder un professeur. Je me disais comment je veux faire, comment je veux faire si j'ai des difficultés. Heureusement que les professeurs, ils te parlent directement. Ils te parlent, ils te disent, n'aie pas peur, viens me parler. S'il y a quelque chose, voici le numéro de mon bureau, voici le numéro de téléphone d'ailleurs. S'il y a quoi que ce soit, écris-moi par courriel, je réponds tout de suite. Fais ceci, fais cela. Si tu as de problème, tu vas à tel endroit. Il y a toutes les ressources possibles dont tu peux avoir besoin quand tu arrives. Il y a chaque accompagnement dont tu as besoin. Il y a des gens pour le côté psychologique, si tu n'arrives pas à t'adapter et tu as envie de parler à quelqu'un. Ça, c'est un bon point. J'allais te poser la question sur ça. Je te jure. C'est gratuit en plus. L'accompagnement est là. Si tu as des difficultés dans certains cours, il y a des tuteurs qui sont là, qui le font gratuitement. Et ça a quand même été quelque chose qui aide parce que ça brise cette barrière-là de professeur-élève où pour accéder à un professeur, comme à l'UCC, il faut aller au rectorat. Le rectorat, ils vont envoyer un message au professeur. Ça te prend un mois pour voir un prof. C'est un mois si tu as de la chance. Il y a des professeurs, parce qu'il y a des professeurs à l'UCC qui voyagent. Donc, ça peut te prendre plus d'un mois. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a des profs que tu vois. D'ailleurs, ils te parlent, ils te disent, si je finis le cours, je monte, je sors, je pars à l'aéroport, je repars. T'es comme, professeur, mais on a une autre séance dans 2 jours. Ça, j'ai le souvenir, professeur de presse écrite. Le monsieur, il nous dit, je suis à Lubumbashi, attendez-moi, j'arrive, je prends le vol bientôt. Qu'est-ce qui se passe? Je te jure. Voilà, moi, j'ai dit, on va attendre jusqu'à voir s'il va réellement venir.
Et oui, il est arrivé, il est sorti de l'aéroport et puis il est venu nous donner cours. C'est un très bon professeur et tout, mais ça, c'est abusé, tu vois. Et c'est le genre de choses que tu trouves pas ici parce que moi, je suis venue avec cette mentalité. Ici, c'est marqué peu professionnel. Bah oui, on va écrire, je vais écrire une lettre. C'est quoi ces légèretés? Non, même à l'école, à l'université, quand ils le savent, ils vont remarquer ça peu professionnel. Ils vont le remarquer. En plus, ici, moi, je suis venue avec le côté, lorsqu'il pleut chez nous, il n'y a pas cours. Je te jure, une fois, il avait tellement neigé, il y avait une tempête de neige. Je me suis dit, bon, ils ne vont pas donner cours quand même, pas dans ces sites. Je suis arrivée, on avait cours de 8h30 à 10h30. Du coup, moi, j'ai débarqué vers 10h juste dans la salle. L'enseignant m'a regardé, il a dit, mademoiselle, est-ce que vous avez cours avec moi? J'ai dit oui. Est-ce que c'est le cours de presse écrite? Il me dit oui, mais on finit dans 20 minutes. Oh, wow! J'étais comme, oh, ils sont venus! Moi, non, moi, je partais juste, je me suis dit, bon, je vais aller, et puis après, je vais aller à la bibliothèque, faire n'importe quoi. Non, il y avait cours à 8h30, tout le monde était là, et ceux qui n'ont pas pu être là, ils ont envoyé des messages à cause de la tempête, on ne pourra pas être là, ils vont avoir des cours en ligne et tout. Non, moi, j'ai fait la bonne congolaise. Je me suis dit, bon, je vais dormir encore un tout petit peu, tu vois. Ce jour-là, j'ai compris que les mentalités à la arriver en retard, non. Il fallait s'adapter rapidement. Tu as parlé d'un thème qui est important que moi j'ai découvert en venant ici. C'est généralement le cas de ceux qui voyagent. Tu as parlé de l'accompagnement et de la dépression. Moi, quand on me parlait de dépression, quand je suis au Congo, je me disais, il s'exagère, c'est une plaisanterie. Alors, comment, voilà, comment toi, tu as fait face à la dépression en étant là-bas? Ça, c'est quelque chose, avant que je sache d'ailleurs que c'était une dépression. Je pense Oui, parce que la plupart du temps, personne ne sait. Oui, tu te dis que tu es fatigué, tu es juste surchargé, tu as beaucoup étudié, ça va passer. J'ai eu beaucoup, ici, il y a beaucoup de dépressions saisonnières, là, ça arrive des petites dépressions, mais ma plus grosse dépression, je pense que c'est ma dernière session à l'université. Oh, wow. Je m'étais dit, je vais prendre tous les cours qui restent. Je ne veux pas attendre, j'en peux plus, j'ai envie de finir les cours. Du coup, j'ai pris tous les cours qui me restaient, j'en avais 6. Et peut-être que les gens vont se dire que 6 cours à l'université, c'est rien. Non. Ici, 6 cours, c'est trop. L'université conseille pour une belle réussite d'en avoir, pour certaines personnes, 4. Oui, maximum. Quand tu fais un semestre normal, ils te conseillent 4 cours. 4 cours. Tu dois en avoir au moins 3 qui sont un peu lourds, un petit, léger cours. Ouais, de fois même, tu as un cours qui compte pour 2. Du coup, tu te retrouves avec une session, soit avec juste 2 cours, c'est des cours énormes. Donc, les gens à Kin, quand on a 18 cours toute une année, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même réalité. Non. Alors, j'ai pris tous les cours qui me restaient. J'en avais 6. En même temps, je faisais du bénévolat à la télé au moins 2 fois la semaine pendant 2h30. Et je faisais aussi de la radio à l'université pendant 1 heure du temps, toujours du bénévolat. Et pendant ce temps, je travaillais aussi parce qu'il faut gagner. Payer les factures. Oui, il faut payer les factures, ainsi de suite. Je travaillais. Et moi, j'arrivais la dernière semaine, en fait, les 2 dernières semaines, c'est les examens, finalement. Et je pense que j'ai fait comme sorte de burn-out total. Ça faisait au moins 4 jours que je n'avais pas fermé l'œil parce que je ne sais pas pourquoi. Mon corps avait complètement lâché. J'avais au moins 3 examens par jour, quelque chose qui est strictement interdit par l'université d'avoir plus de 2 examens. En plus, si tu as un examen le matin, fais en sorte d'en avoir un autre vers 15 l'après-midi. Voilà. Les après-midi pour avoir le temps de te reposer et de reviser avant cet examen. Moi, il y a une journée où j'en avais 3 examens. Un qui commençait à 8h30 jusqu'à 11h. L'autre qui commençait à midi jusqu'à 15h. Et un autre qui commençait à 15h. Et ce jour-là, je pense que j'ai mélangé les réponses de ces 3 examens. Wow. Qui fait que
j'étais en train de vivre quelque chose sans me rendre compte, parce que moi, je suis l'Africaine, je me dis, je veux y arriver, je veux y arriver. C'est quoi si court? C'est quoi si court? Il y a des gens, je pense qu'ils ont fait plus que ça, ils ont réussi. Du coup, je veux y arriver. Et j'avais un dernier cours de français qu'on est obligé de prendre parce qu'on est à l'école de journalisme. Et ce cours-là, cette dame me connaissait. On était 5 ou 6 et elle me connaissait. C'était une dame impressionnée par son parcours, j'ai toujours été. Et elle me regardait, elle me dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Ça, c'est une autre chose que nous, Africains, on n'aime pas. Qu'on nous dise. Qu'on nous dise que quelque chose ne va pas, parce que pour nous, on est capable de tout gérer. Et pourtant, on a des limites. On est humain. On est humain, on est comme tout le monde. Il y a un moment donné, il faut accepter que non, je suis plus capable d'aller au-delà de moi-même. Je me rappelle, elle m'a regardée lorsqu'elle est venue me remettre la copie. Elle m'a dit, tu as fait le contraire de tout ce que j'ai demandé sur ta copie. Oh, wow. Et tu as de la chance que je connais ton parcours et je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant tout ce temps, elle me parlait. Moi, je la fixais seulement, je disais rien. Lorsqu'elle a fini, elle m'a dit, attends-moi, je t'emmène, tu vas aller voir le psychologue de l'université. Oh, wow. Elle dit, pourquoi? Elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je suis arrivée là-bas, ils m'ont demandé d'arrêter tout de suite de travailler parce que mon cerveau, on m'a dit, c'est quand la dernière fois que tu as dormi? J'ai dit, ben, je sais pas, peut-être aujourd'hui. Ça faisait presque une semaine que je dormais pas et moi, je m'en rendais pas compte. Et à chaque fois que je voulais ouvrir un cahier, j'avais mal à la tête, j'étais fatiguée, j'étais énervée pour rien. C'est juste parce que j'étais en quête de la perfection. Je me t'ai dit, je veux rien échouer, je veux tout avoir, je veux tout réussir, je veux décevoir personne. Et tout de suite, quoi. Et c'était beaucoup trop en 2 mois et demi de cours. C'était énorme pour mon corps. Et j'étais dans une sorte de dépression que moi, africaine, j'étais juste fatiguée. Et ça, c'est des choses, ça, c'est la plus grosse que j'ai eue. Et je suis allée jusqu'à aller voir un psychologue. Mais j'ai fait une séance en tant que bonne africaine, j'ai fui les autres séances. Oh, c'est pas bien à faire. Hein. Ça, pour ceux qui suivent, c'est pas bien à faire. C'est pas bien, alors pas il faut suivre les pas du psychologue. Parce que les autres séances, je les ai pas faites parce que j'avais fini mes cours. Heureusement, Dieu merci, je les ai tous passés. Et les autres dépressions, c'est avant. Avant, quand tu arrives, vous faites des examens. Moi, je viens de l'Université catholique, comme je te dis. On a un cours, par cours, tu as un seul travail pratique pour toute l'année. En plus, c'est quelque chose de 2 pages où tu vas faire du copier-coller. Ça, je le dis sincèrement, je n'ai pas fini avec des mauvaises notes, je ne suis pas mauvaise étudiante. Tu vas faire du copier-coller sur Google. C'est plus tranquille, c'est plus rapide. C'est plus rapide. D'ailleurs, tu auras un 18 sur 20. Et sur 120 étudiants, le professeur ne va pas tout vérifier. Oui. Donc, en plus, on ne va pas te dire que certaines sources, il faut que tu puisses avoir des bonnes sources. Tu dois noter tes sources. Non, toi, tu as fait tes recherches. Le professeur, il a vu que tu l'as imprimé. Tu l'as imprimé en plus. Tu ne l'as pas écrit. C'est fait, c'est passé. Et en plus, nous, on était dans une université où il y avait 2 types d'étudiants. Il y avait ceux qui travaillaient réellement et les professeurs savaient qui travaillaient réellement. Et il y avait ceux qui étaient amis de certaines personnes. Là. Oui. Voilà. C'est ça. Et nous, comme on était des bons étudiants, ben le professeur, quand tu amènes un travail, même si c'est copier-coller, comme il y a 120 étudiants, comme il sait que toi tu es bon, et ben il n'allait pas vérifier. Il sait que celui-ci travaille, et ben je lui mets sa bonne note. Je vois s'il est dans les normes et je lui mets sa bonne note. Oui. Et c'est ça que tu arrives maintenant ici, c'est tout à fait différent. Déjà, tu as un cours, tu peux avoir au moins 10 travaux par cours. Et le professeur va vérifier tous les travaux pratiques. Il va vérifier je me rappelle, le premier que j'ai fait, c'était coté sur 100%. Et j'avais fait 87, mais j'avais moins 50 parce que je n'avais pas respecté les marges. Je me suis retrouvée avec un 30% sur 100. 30%, c'est 3 sur 10. Quoi. 3 sur 10. C'est l'échec. Ça, c'est déjà un très mauvais départ pour un cours. Et tout ça, c'est pas des fautes où tu n'as pas compris. Non, tu as absolument tout compris. Les marges,
la petite virgule, t'as pas respecté les lignes qu'il fallait sur la page, t'as pris plus tout est calculé parce que lorsqu'on te donne un travail, il y a des consignes, il y a les directives qui viennent avec, tu dois respecter. Et en même temps, ce qui arrive, c'est qu'étant donné que eux, le français, c'est leur langue maternelle, nous, notre français, on l'a appris à l'école, ça fait que le français que tu as appris à l'école te donne des mots d'école. C'est pas des mots que tu utilises à l'usage. Voilà. Eux, les mots que toi, tu penses sont des mots scientifiques. C'est des mots qu'ils ont utilisés parce qu'ils sont nés dans le français. Du coup, lorsque eux, ils disent que je veux mettre du sérieux sur un travail, toi, tu vas le lire, tu te dis non, ça, c'est trop sérieux, ça. Et tu as l'impression que tu arrives à ce niveau-là, c'est des petites choses que tu vis sans te rendre compte que tu commences à douter toi-même et te dire peut-être que je ne vais pas y arriver. En tout cas, sincèrement, c'est le même cours que j'ai eu quand j'étais à l'Université catholique. C'est les mêmes professeurs qui ont fait les mêmes recherches, c'est les mêmes sources en communication, ça restera les mêmes. Maxwell, il ne changera pas. C'est le même qu'on va m'enseigner au Congo. Le même schéma, ce sont les mêmes explications. Le même schéma. Donc, c'est les mêmes là. C'est sûr que c'est plus ça approfondit ici, mais ça reste la même base. Donc, pour dire que j'ai appris beaucoup ici dans la pratique, mais quand il s'agit de la théorie, c'est la même théorie. Du coup, c'était les mêmes choses. Mais tu doutes de toi-même. Tu commences à vivre des petites choses, des angoisses, des inquiétudes, parce que tu as l'impression que les autres sont meilleurs que toi. Parce que c'est ce qui n'est pas nécessairement le cas. Oui, c'est qui est tout à fait… avant, je pensais que tout le monde réussissait, qu'ils étaient tous brillants. Et au début, quand tu commences à faire des TP en groupe, tu te rends compte que non. Il y a des gens qui sont vraiment… tu te poses la question, comment il a fait pour finir son secondaire et arriver jusqu'à l'université? Parce qu'ils ne sont pas brillants aussi. C'est pas parce que… non seulement et que leur système est différent. Est très différent de nous. Parce que non seulement que tu viens ça, on va se l'avouer à tous. Notre civilisation a fait en sorte qu'on puisse nous faire croire au fond de nous que nous, on n'était pas assez… On n'est pas plus intelligent que les Blancs. Ça, c'est quelque chose on le sait et qui est entré en nous. Mais quand tu arrives et que tu côtoies les gens, sincèrement, de la même manière que j'ai connu des gens hyper intelligents chez nous, de la même manière qu'il y a des gens que tu vois, il y a des collègues que je regarde, je dis ce garçon ou cette fille, waouh! Il y a d'autres que tu vois, tu dis, oh, ça c'est mon vraiment pauvre. le pauvre. Comment il a fait? Comment il a fait? Et tu vois, tu arrives à voir, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui vont arrêter leurs études à un certain moment. Oui, c'est ça l'avantage d'ici aussi, tu arrêtes tes études, tu reprends quand tu veux et ainsi de suite. Et comme ça, tu arrives, c'est des petites choses, tu commences à douter de toi et ça te met dans des petites dépressions où tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à faire… À trouver de la joie. Trouver de la joie dans des choses que tu fais. Heureusement, moi, tu as les parents qui te disent… Moi, mon père m'a dit, c'est un nouveau pays, tout est nouveau. Donc, je te laisse le temps de t'adapter. Fais ce que tu es capable de faire. Le reste, ça va venir. Et ça te booste parce que tu vois tes parents t'encourager, même s'ils savent qu'ils sont en train de mettre beaucoup d'argent. Et en plus, il y a ce poids-là de l'argent qui est payé. Parce que moi, je suis étudiante étrangère et je paye vraiment beaucoup trop cher. On ne va pas entrer dans le détail. Et quand toi-même, tu penses à ça, tu penses à tes frères et sœurs qui sont restés au style de vie que tu as laissé chez vous, tu es comme, non, j'ai pas droit à faire… J'ai pas le droit à faillir. Pas le droit. Je dois. Et ça, tu vis dans des dépressions que tu te rends pas compte parce que chez nous, ça n'existe pas, la dépression. On nous a pas enseigné que tu avais le droit d'être dépressive. Et puis, on n'a pas réellement le temps de vérifier que c'est une dépression parce qu'il y a une grande différence. Chez nous, tu es toujours entouré des gens. Que ce soit à l'université, que ce soit à la maison, que ce soit dans les taxis, tu as toujours quelqu'un à qui parler. Oui, ici, tu arrives, tu es comme l'avait dit un humoriste, tu es seul, tout seul. Oui. Tu n'es pas seul avec des gens, tu es seul, tout seul. Bah oui, c'est ça qui arrive. Tu es seul, vraiment, et tu as du mal à te faire des amis. Ça, c'est un truc qui arrive, tu as du mal à te faire des amis. Donc, il faut que tu saches que dans quel monde tu vis. Est-ce que je dois les approcher? Est-ce qu'ils attendent que… Donc, dans les deux cas, eux, ils attendent que tu les approches. Mais toi aussi, tu attends qu'ils t'approchent parce que c'est quelque chose de… C'est un nouveau pays, je te dis que c'est… Voilà, c'est un échange.
Oui, tu as peur d'aller de l'avant. Eux aussi, ils ont peur que tu viennes vers eux. Mais en même temps, eux aussi, de la même manière que nous, on a vécu avec cette culture que eux, ils étaient supérieurs à nous. Eux aussi ont vécu avec cette histoire qu'ils le sont. Du coup, il y a certains qui veulent pas afficher ça, mais c'est dans leur culture. Ils ont Dans les réflexes qu'ils ont. oui, oui, ils ont certaines peurs. Même quand vous voulez former des groupes, ils veulent pas former des groupes avec vous parce qu'ils savent, ils ont déjà entendu que les Africains ne travaillent pas. Et Ce qui est tout à fait faux parce que ce ne sont pas tous les Africains qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. C'est ça qui arrive. C'est que quand tu arrives, tu sais, quelqu'un qui a envie de faire un A+ pour son travail, il va pas se mettre avec un Africain qui va lui donner un C. Il veut pas une mauvaise note. Alors, du coup, il se méfie. Pas parce qu'il t'a déjà travaillé avec toi, non. C'est cette méfiance qui est basée sur des stéréotypes de certains Africains qui ont fait des choses pas bien. Mais finalement, il y a certains qui brisent la glace, qui te parlent, est-ce que ça se passe bien et qui sont sympathiques. Moi, j'ai eu des gens comme ça. Et la première année, ils m'ont montré des endroits, voire même de places où aller prendre 2 verres, des bars pour étudiants, là où c'est moins cher, là où c'est plus cher, là où il y a de l'ambiance, là où il y a l'ambiance qu'ils appellent africaine. Et c'était quand même bien. C'était quand même cool. Et en même temps, il y a aussi des associations des étudiants. Ça, c'est quelque chose que moi je recommanderais. Quand on est nouveau dans un pays et qu'on va à l'université, ben il faut aller dans ces associations parce que ça permet de pouvoir avoir du réconfort, de se faire des amis et aussi d'avoir quelqu'un qui peut t'expliquer comment la vie est. Et c'est parce que cette personne vit dans cette culture depuis plus longtemps que toi. Oui, énormément. Moi, je ne savais pas, c'est après que j'ai appris qu'il y avait l'association des étudiants congolais de mon université. Ah, quelle chance tu as. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu les francophones. Ah, il y a des associations de tout et de tout le monde. Parce que ceux des étudiants congolais, c'est les 2 Congos. Du coup, il y avait des accueils de nouveau. Moi, je l'ai su une année après. Pauvre nouvelle qui a raté son accueil. Ce jour, je l'ai su en retard. Et c'est quand même cool. C'est des gens qui, non seulement tu te ressens chez toi, parce que vous parlez la même langue, parce que tu arrives là, tu veux parler en français, ils sont comme arrête. Et tu te retrouves encore dans le bain, dans le jeu et tout. Tu te sens chez toi. Les mêmes ressources, ils sont là. Les gens te disent ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Même des conseils personnels, tu le reçois là-dedans et tu avances. Et la bouffe, c'est la bouffe de chez nous. Tu manges encore certaines choses que tu n'avais pas mangé il y avait longtemps. Tu n'as pas de faire les pizzas. Oui. Quand on va faire un potluck à la congolaise, pas de pizza. Tu apportes les bananes plantains, tu apportes le poisson salé, tu vois. C'est quand même une façon intéressante et tu avances avec ces gens-là parce qu'il y a beaucoup des associations qui, en plus, ça compte sur le parcours de l'université et tout. Du coup, ici, l'accompagnement, c'est incroyable. C'est une chose que je pense qu'on devrait même ajouter chez nous aussi. Ça aide énormément.